Allez, on y va, On comme y va, ça allez. on... Dont je ne vais même pas parler, puisqu'ils vont parler. Et quand la parole sera libre, je parlerai. Yannick Dahan, 8 ans. Mais t'as toujours pas compris. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mercredis, je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Eric. Salut. Et Yannick. Salut. À la technique, le maître des micros, l'artiste de la production, le patron du répondeur. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, de la préméditation, de la manipulation, de l'obsession, on parle d'une affaire de détails, The Little Things en anglais, le dernier film de John Lee Hancock. On y découvre Joe Deacon, shérif adjoint du comté de Kern, au nord de Los Angeles. Envoyé à LA pour 24 heures, il remet les pieds dans son ancienne unité. Il y fait la connaissance de Jim Baxter, un jeune enquêteur qu'il se retrouve à accompagner un peu par hasard sur la scène de crime d'un meurtre. Le meurtre en question ressemble drôlement à une série de cas sur lesquels Deacon a travaillé quelques années plus tôt et qui n'ont jamais été résolus. L'officier vétéran et le jeune flic font alors équipe pour traquer le tueur en série responsable de ces crimes. Le récit se déroule dans les années 90 et ce n'est pas dû à un élan nostalgique du réalisateur. En réalité, John Lee Hancock a écrit le scénario de The Little Things en 93. Cette première version était initialement destinée à Steven Spielberg, mais il la refusa, trouvant l'histoire trop sombre après avoir tourné la liste de Schindler. Clint Eastwood, Danny DeVito et Warren Beatty furent également approchés pour ce projet sans que cela n'aboutisse. C'est finalement Hancock lui-même qui prendra les commandes côté réalisation. Le tournage se déroule de septembre à décembre 2019 et le film sort aux États-Unis le 29 janvier 2021 sur HBO Max. En France, il sort directement en DVD et Blu-ray le 7 avril. Il aura donc fallu près de 30 ans à Hancock pour concrétiser ce projet. De l'autre côté de la caméra, on est plutôt pas mal, avec pas moins de 3 lauréats d'Oscar au casting. Denzel Washington incarne Deacon, Rami Malek joue Baxter, le jeune officier, et Jared Leto vient compléter le trio dans le rôle d'Albert Sparma, le suspect principal. The Little Things est-il plutôt proche d'un grand thriller comme Seven ou d'un téléfilm du dimanche sur M6 ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Téléfilm du dimanche, c'est très dur, mais moi je dirais que c'est réchauffé. Réchauffé, Marie ? Ouais, moi j'allais dire daté, c'est un peu la même idée. Je vais dire Canada Dry alors. Ça n'interpellera personne encore une fois, comme je suis un vieux con. J'expliquerai après, quand on me laissera la parole. En tout cas, vous avez l'air plutôt d'accord. Ce drama. Allez, on y va. Bon, petite précision, Yannick fait la gueule parce qu'on lui a dit qu'il parlait trop. Je fais pas du tout la gueule. Tu fais un peu on la dit que gueule. je parle trop. Alors je me tais, je vous laisse parler, je dirai après. Souvent, quand on dit aux gens tu fais la gueule et qu'ils répondent je fais pas la gueule, ils font la gueule. Quand même. J'ai l'air de grave faire la gueule. Alors, Yannick, garde-nous précieusement ton avis. Je sais que tu as plein de choses à nous dire pour la fin. On va commencer par toi, Marie. Ouais, donc moi je disais daté ou réchauffé, c'était un peu comme ton mot, Eric. C'est quoi ? En fait, je savais pas qu'il avait commencé à écrire le scénario dans les années 90, mais je me suis dit, on dirait vraiment un film des années 90. On dirait que c'est un petit peu un film qui ignore un peu, du coup, de fait, les Fincher, les Seven, les Zodiac, les choses qui sont sorties depuis. Il y a eu aussi des séries comme True Detective. Et du coup, quand tu vois ça aujourd'hui, tu te dis que ouais, c'est très...
Enfin, ça ressemble à plein de choses qu'on a déjà vues. C'est très, je vais pas dire scolaire, mais c'est très lisse. Ça passe par plein de. En fait, ça essaie de raconter plein de choses et tu sais jamais exactement vers quoi ça va, mais c'est plein de choses, c'est plein de clichés qu'on a déjà vus. Donc t'as le cliché du personnage de flic un peu désabusé, qui a été rétrogradé, qui revient dans son ancienne unité et tout le monde parle de lui, mais on sait pas trop pourquoi. Ça sera révélé en cours de film, machin. La relation un peu de mentor qui se crée avec un policier un peu plus jeune qui résout des crimes. Il y a toutes ces flashbacks et ces visions de quand il allait partout. En fait, c'est un film aussi sur l'obsession, donc il a ses photos partout dans sa chambre de motel tout pourri et il voit comme si ses filles, ses cadavres étaient dans la pièce avec lui. Donc il y a tout un... C'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. Ouais, mais c'est des choses qui... Super mal filmé, Ouais. et super mal exploité. C'est vrai. C'est ça, et en fait, il y a plein de choses qui sont lancées, et heureusement que Yannick ne devait pas parler. Je dis ce que je veux. Non. Merde. Mais voilà. Putain, en fait, je vais vous parasiter exprès maintenant. Non, mais en plus, sur des deux cas, si on n'est que deux à parler sur ce film, ça serait un problème. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur ce film. Parce que c'est pas une merde, hein, ce film. Je pense que c'est un film qui est un peu raté, même un peu beaucoup, mais qui a quand même des beaux restes, hein, parfois. Il y a Ce n'est pas un échec, c'est pas réussi. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence parfois. Moi, je dis en fait, parfois il y a des films comme ça qui sont ratés, mais qui tentent des trucs. Donc, on a envie de rencontrer le réalisateur, de lui payer une bière, de voir ce qu'il a voulu faire. Et il y a des films, bon bah voilà, on a juste envie de rien faire parce que l'intention est mauvaise et qu'on sent que c'est un business plan ou que ça a été fait pour l'argent. Là, pas du tout. Là, on sent qu'il y a vraiment une vraie volonté de faire un bon thriller bien ficelé, etc. Et que finalement, ça marche pas trop. Et je sais pas trop pourquoi, en fait. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'envie. Je sais. Ouais, bah ouais. mais quel teasing incroyable! Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de versions du script, c'est ce que je sens, et que en fait, les versions du script s'entendent pas entre elles, et que du coup, il y a des petits morceaux de bravoure parfois, mais qu'on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant. Et le scénariste, en fait, disait qu'il en avait marre de l'écriture des thrillers avec un troisième acte satisfaisant, avec des climax toujours placés au même endroit, etc. Donc là, il fait quelque chose d'un peu opposé, mais ça marche pas non plus. Donc, c'est un film qui est un peu étrange là-dessus, qui a une tonalité un peu plate tout le temps, alors qu'il raconte des choses qui sont assez graves. Ouais, c'est vrai que ce qu'il disait effectivement, c'est que la raison principale pour laquelle il a écrit ce scénario, c'était pour subvertir le genre et sortir vraiment de cette habitude du troisième acte avec les résolutions, etc. Bon, il dit aussi en interview, j'étais terrifié à l'idée de rouvrir le scénario que j'avais pas lu depuis une décennie et de voir mes premiers écrits. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, pour être honnête. Le scénario que j'ai réalisé est probablement à 90% ce qu'il y avait à l'origine. C'était mieux que je ne le pensais. Pas tant de réécriture que ça, finalement. Ouais, mais on sent qu'en fait, il y a des intentions qui se parasitent. Je sais pas ce que tu en penses, Yannick. Il va nous dire dans un instant. Vous avez terminé Marie. Ah non, moi j'attends de boire les paroles de Yannick. Non, mais je déconne. Vous avez raison. Je pense que juste en fait, j'ai envie d'aller dans le sens de Pépère avant de dire les points négatifs parce que je suis un peu plus rude que lui sur le film. Et je suis d'accord sur le côté. T'as pas envie de tout taper dessus parce que cette ambiance. Et là, je suis un tout petit peu en désaccord avec toi quand tu dis ça se passe dans les années 90, je savais pas, et depuis il y a les Fincher qui sont passés. Je trouve que un peu fastoche pour notre ami Hancock de dire je l'avais écrit dans les années 90. Enfin. Le film est quand même marche sur les rails des Fincher et court après désespérément la même tentative réflexive, le même brio visuel, la même intelligence subversive du genre, sans jamais y arriver fondamentalement une seconde. Donc c'est du sous Fincher. Donc c'est pas quelque chose que pour moi a été fait genre je l'ai fait au même moment donc je me dédouane. Non, on est vraiment dans un truc où tu penses à Zodiac et tu penses à Seven quasiment en permanence dans le film. Denzel Washington joue Morgan Freeman. Il faut arrêter de délirer sur le truc. Alors effectivement il y a plein de clichetons tout ça, mais il arrive à créer une atmosphère qui est d'ailleurs pas forcément dans des moments utiles, pas forcément avec une quelconque vocation narrative. C'est sans doute ça qu'il pense en disant qu'il subvertit, parce que on a des passages, à un moment donné, on se dit à quoi ça sert, mais il y a des beaux plans, il y a une chouette musique, il y a une espèce de... D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de fond sonore
permanent pendant tout le film de classique de ce genre de récit où on veut te créer la tension par le sound design. C'est Thomas Newman qui a composé la musique. Non mais là c'est pas de la musique, c'est vraiment comme si tu avais un comme ça en fond permanent qui t'entretient la tension. Maintenant le problème majeur du film c'est son écriture. Donc moi ça me fait marrer qu'ils me disent j'en ai récupéré 80%, c'était vachement bien en fait. Non. Alors je comprends la notion de subvertir. Le problème c'est que tu vois où ils vont en venir à la dernière scène du film. C'est-à-dire qu'à la dernière scène du film, tu dis « Ah, tout ça, c'est pour ça, en fait ». Alors c'est le moment où est-ce qu'on spoil ou est-ce qu'on spoil pas. C'est le moment emmerdant, ouais. Peut-on spoiler ou pas ? Mais je sais pas, c'est pas si intéressant de spoiler. En fait, si tu veux, comme disait Marie tout à l'heure, c'est une succession de trucs qu'on a déjà vus. Que pour moi, il subvertit, mais de la plus mauvaise manière possible. C'est-à-dire que il ne joue pas avec ta compréhension du récit, ni même avec certaines de tes attentes qui peut subvertir. Et ça se situe à tous les niveaux. C'est-à-dire l'enquête. On comprend pas comment, enfin, on comprend même pas comment ils réfléchissent. C'est des mecs super balèzes, super intelligents. On comprend pas. Le rapport entre les deux personnages. On a un personnage de jeune mec, Rami Malek, qui accessoirement fait beaucoup plus flipper naturellement que Jared Leto dans le rôle du taré, hein. Donc, erreur de casting, mais ta vie, mais bon, peu importe. Le type qui fait jeune premier avec sa tête où t'as l'impression qu'il est tout le temps tourmenté, tu te dis non, déjà ça marche pas. Mais le problème, il est pas là, c'est qu'on te le présente comme un flic arrogant, sûr de lui, qui écrase les mecs. En 20 secondes, tu sais pas pourquoi, d'une scène à l'autre, c'est fini. Il est plus arrogant. Ils deviennent super. Il est super cool. À un moment donné, d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, à un moment donné, ils se prennent dans les bras, j'étais là, ah bon ? Et j'ai regardé le truc, j'ai dit, mais d'où ça vient, ils se prennent dans les bras ? Donc ils sont poteaux. À aucun moment, vous m'avez fait comprendre qu'ils étaient devenus poteaux. Enfin, tu comprends pas. Et il y a que des trucs comme ça. Et ça va jusqu'à la trahison même de son titre. Parce qu'on te dit un film de serial killer, il te fait 25 dialogues au départ. Fais attention, hein, parce que les détails, c'est super important. Hein, les détails, c'est ce qui va nous permettre de serrer le mec. Les détails, c'est... Et que dalle, d'où ils sont les détails ? Ils y sont jamais. Tu bites que dalle à ce qu'ils font. Et t'arrives à la fin, et dans le dernier plan du film... T'as un putain de détail, et tu fais... Ah ouais, d'accord. Donc toute cette connerie de détails, là, c'est pour me dire un truc qui, en plus... entre guillemets, plus psychologique que réellement relié à l'intrigue, avec une fin un peu nihiliste comme comme Fincher l'a fait dans Seven, hein, donc je veux dire, il se casse pas les couilles non plus. Il te dit, oh, je vais faire un truc noir qui finit mal, non, c'est très bien, mais j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau de ce que je veux dire sur le monde, parce que Seven, quoi qu'on dise, est une métaphore. Là-dedans, ça l'est pas du tout. Les 80s, c'est juste pour les 90s, pardon, c'est juste pour surfer sur une imagerie. Donc c'est là où je dis c'est Canada Dry. Bon, les gens qui savent pas ce qu'est Canada Dry, c'était la fameuse puce. Ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. C'est pareil. Je comprends toujours pas cette pub. Mais si, mais on la comprend cette pub. Mais ça a pas le goût de l'alcool. Non, mais ça a pas le goût de l'alcool, Canada Dry. Ça ressemble même pas de l'alcool. C'est qu'on croit que, mais non en fait. Parce que tu veux, je dis Booba. Il dit des trucs puis il fait autre chose à côté. Bon voilà. Donc c'est un film Booba. Si tu préfères. Ça va beaucoup trop loin. Tu regardes pendant une demi-heure. Voilà ce qui se passe quand on empêche Yannick de parler. Voilà. Après je pars en roue libre. C'est tout. Donc maintenant il faut assumer. Mais bon, grosso modo, et je finis là-dessus. Non mais c'est vrai. Le film arrive à être agréable à regarder parce qu'il crée cette espèce d'ambiance, mais qui est une ambiance simplement référentielle pour nous. Donc ça nous renvoie à tout un mais pan. C'est ça en fait, c'est une ambiance que t'aimes bien, tu te sens bien dans ce truc-là parce que c'est des trucs que t'as déjà vus et en fait ça crée jamais rien. Et ce que tu dis, bah ouais, et la fin, il veut faire un truc qui finit pas plus ou moins mal, qui est nihiliste et tout, mais tu dis ça finit quand même vachement mieux qu'un Seven, tu vois. Enfin, tu vois, parce qu'à un moment ils se finissent pas décapités tous. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais tu vois, à part ça finit pas super bien pour eux quand même non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, au final, l'autre reste un peu dans son ignorance avec sa famille, machin. Il reste chacun avec une culpabilité monumentale. C'est le moment où on va spoiler, on va dire ce qui se passe, sinon plus personne ne va rien comprendre. On peut être évocateur. En fait, le projet de l'histoire, c'est justement cette volonté de sortir des rails. On fait un gros spoiler pour les gens qui veulent le voir, ils écoutent pas. Arrêtez maintenant. Mais sur la base de ces clichetons du flic qui est en train de revivre une enquête qu'il a vécue 20 ans plus tôt, je parle de Denzel Washington, et dit jeune un peu naïf qui veut écouter ses conseils, le jeune va en arriver à faire la même connerie qu'avait fait Denzel Washington. Voilà. Donc si tu veux, au final, c'est l'histoire de bavure.
C'est l'histoire de 2 flics et de la culpabilité monumentale qu'entraînent les bavures qu'ils ont commises. Donc avec des effets super pompeux par moment, hein, parce que la voix off de l'avenir et le passé, l'avenir et le passé. Tu fais Mais là, ne te prends pas pour plus smart que tu es, parce que en fait tu l'es pas. Ouais. Donc voilà. Mais là, je pense que je rebondis sur un truc que vous avez dit vous deux, parce que je pense que c'est le cœur du film. À un moment, tu me parlais de quelque chose où tu disais qu'en fait chaque personnage a une obsession, et c'est vrai. En fait, c'est vraiment, quand tu regardes, il y a 3 lignes directrices dans le film qui sont portées par 3 personnages. Ça, c'est de la bonne dramaturgie à la base, où on a vraiment un flic qui est hanté par une faute qu'il a fait, un flic qui est hanté par sa réputation et qui veut bien faire, et un 3e personnage extrêmement trouble qui est obsédé en fait par les meurtres, et on sait pas si c'est un meurtrier, en gros. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le titre du film et avec The Little Things. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 6 ou 7 versions du scénar, et je pense qu'elles ne se rencontrent jamais. Et je pense que... mais ça veut pas dire que le film est complètement mauvais, il est juste un peu raté. Moi, j'ai lu sur Reddit, je lis beaucoup Reddit, et il y a des gens en fait qui se demandent qu'est-ce que veut dire la fin, etc. Ça, c'est rarement des... Elle est explicite, la fin, pourtant. Hein. Oui, mais bon, vraiment explicite. Et il y a une analyse en 10 minutes, point par point, qui explique pourquoi on ne saura jamais... Alors, ce qu'il faut préciser, donc, c'est que le personnage du suspect principal, on peut pas dire que c'est le tueur, c'est le suspect principal, c'est Jared Leto. Et en fait, les 2 policiers n'ont jamais le moyen de prouver complètement que c'est lui le tueur. C'est-à-dire qu'ils ont des empreintes partielles, des empreintes digitales partielles, ils ont des morceaux d'empreintes de dents partielles aussi, et le personnage de Jared Leto joue avec eux et essaye de leur faire croire, ou en tout cas de les faire tourner en bourrique. C'est la version géniale de l'histoire. Mais en fait, dans la réalité, jusqu'au bout, on ne sait pas. Le doute plane mais on ne sait pas ce que fout ce perso. On sait pas, on comprend pas comment il l'amène n'importe comment. T'as l'impression que c'est un leurre qui va pas être. Moi, si tu veux jouer avec les codes, je veux bien. Je suis d'accord. Moi, j'adore les gens qui subvertissent intelligemment les codes, mais les codes, faut les maîtriser. Donc oui, parce que c'est des archétypes, donc du coup ils sont là pour des raisons. Et des archétypes, faut leur donner du sens, faut juste pas prendre un archétype il s'inscrit dans un contexte, il s'amène et il se détourne. Mais il faut le comprendre déjà. Donc là, si tu veux, on a des archétypes de personnages, mais on n'a pas ce qui est nécessaire pour qu'une enquête te captive et te permettre de comprendre pourquoi les personnages font ci ou font ça, ce qui va t'amener à un moment donné à détourner tes attentes. Il ne crée aucune attente, il est dans la déstabilisation volontaire et grossière dès le départ. Moi, je vais te donner même un autre exemple qui m'a c'est la première fois que ça me fait ça en regardant un film. Alors tu vas peut-être me dire aussi, on peut le voir positivement, j'en sais rien. Mais moi, t'as vu les stars qu'il a, quoi. Denzel Washington, c'est un des plus grands acteurs du monde. Et t'as pas eu ce sentiment qu'à plusieurs moments dans le film, la réaction des persos, le visage, la réaction de Denzel Washington ou de Rami Malek est complètement en décalage par rapport à la scène à ce qui est en train de se passer. Alors, je veux bien il affiche des grands sourires à certains moments. Non mais voilà, tu te dis, je veux bien la subversion, mais il y a des moments où j'étais là, mais attends, mais c'est quoi cette tête ? Alors du coup, moi, habitude de spectateur, si tu veux, tu interprètes des regards, tu interprètes des trucs, donc tu te dis, ah putain, alors non, il a réagi comme ça parce que, bah non, pas du tout. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, tu l'as fait juste. Ou tu l'as laissé en roue libre, il a fait n'importe quoi, ou tu lui as dit de faire un truc qui n'a strictement aucun sens par rapport à ce qui vient d'être raconté. Et ça arrive régulièrement dans le film, quoi. Donc au bout d'un moment, t'es là, t'essayes même plus de suivre, t'en as plus rien à foutre, tu te dis juste, bon, où est-ce qu'ils veulent en venir sans déconner, parce que c'est long, parce que Jared Leto est insupportable, faut qu'il arrête d'essayer de faire le Joker dans tous les films, parce qu'il est pas crédible, parce qu'on s'en fout, parce que c'est pas un perso, tu vois, c'est... Je pense que sa carrière va toucher à sa fin, là, il a fait une pub, je sais pas si vous l'avez vu avec Lana Del Rey. Oula. Et c'est juste une catastrophe, quoi. Là, il est révélé en tant que hipster californien qui est jamais sorti de. Et à part à la fin, moi je te dis, la révélation elle est à la fin. Quand t'arrive l'explication à la fin, tu dis ah ouais d'accord tout mais ça. Mais quelle explication ? L'explication de la volonté thématique de jouer sur la répétition d'une bavure et la culpabilité qu'elle entraîne. C'est ça le sujet. Ok, c'est ça le sujet. Et dans ce cas-là... Non, mais c'est ça le sujet, sauf que c'est rarement amené, puisqu'on part d'une caricature. On part déjà d'un archétype, qui est le flic qui se sent coupable d'avoir fait une connerie. On le sait à un moment donné dans le récit. Ils se sont coupables d'avoir fait une connerie. Enfin, tu te dis, j'ai déjà vu ça 20 fois, vers où ils vont nous amener. Donc, tu t'attends pas forcément... D'où je veux bien la subversion. Mais rien n'est amené pour ça. Rien ne résonne par rapport à ça fondamentalement dans le film, à part le petit élément du passif de Denzel Washington, c'est tout.
Donc moi, je vois des scènes et des scènes et des scènes qui déroulent où je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Où est-ce qu'il veut aller, quoi ? Et quand le truc arrive à la fin, je me dis, ah putain, t'aurais pu le faire arriver plus vite, hein. Surtout qu'il en sort pas grand-chose derrière. Dans Seven, la fin est surprenante et elle sort un level réflexif derrière que le film t'amène par sa mise en scène, par son ambiance, par les choses trappes du scénario. Là, t'as l'impression que tout ce qui a été mis avant est décorrélé entre de ça. Donc, c'est bizarre. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe au final ? 2 flics ont fait une bavure et ils s'en sortent. Mais ils s'en sortent, mais ils te montrent qu'ils s'en sortent en ayant un poids monstrueux sur leurs épaules, quoi. Enfin, tu vois. c'est pas eux qui sont morts non plus. Non, bien sûr, mais tu vois, la mort n'est pas un absolu de tout, quoi. Et tu peux vivre avec une culpabilité qui est pire que la mort. Donc moi, je l'ai pas vu comme quelque chose de fondamentalement cool pour eux, hein. Pas du tout. D'ailleurs, tu le vois par rapport au gamin à la fin, dans la scène de la piscine, par rapport à sa femme, voilà. Et... Oui, d'accord, mais si tu inverses la vision, si finalement le personnage de Jared Leto est innocent, au final, ils ont juste tué un innocent de plus. Et il est probablement innocent. On sait pas. Le réal a dit qu'il avait laissé vraiment autant d'indices qui allaient dans un sens que dans l'autre. C'est de la merde ce qu'il dit le réal, parce que si non, je suis désolé, il dit de la merde. Si, alors on va rentrer dans le spoil, mais si tu veux maintenir un doute, fondamentalement, tu ne fais pas Denzel Washington qui lui envoie une barrette. Donc le fameux petit détail qui n'arrive qu'à la fin et qui en plus n'a rien à voir fondamentalement avec l'enquête, enfin un tout petit peu. Tu ne montres pas dans le plan d'après la plaquette des barrettes que tu as achetées au supermarché et qui fout dans le feu derrière. Ça veut dire qu'il a acheté une barrette à la con et que ce n'est pas du tout celle que croit le personnage. Non, ça ne résout qu'une partie de l'histoire. Bien sûr, mais c'est simplement pour le soulager. Il cherche à soulager Rami Malek de sa culpabilité en disant je ne veux pas qu'il vive la même chose que moi. Oui, mais pour moi, ça reste un aveu de probablement... que le type n'était pas responsable. Ah bah moi je le lis pas comme ça, moi je le lis comme on ne sait pas. Chacun a une interprétation différente, mais moi je pense que le fait qu'il ne le soit pas, s'il l'est, je vois encore moins d'intérêt à ce film, à la fin et à ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire la seule chose qui tient la volonté du final, c'est ça. Donc moi je veux bien te croire, hein, je veux bien dire t'as raison, mais alors dans ce cas-là c'est vraiment indéfendable. Ah moi je ne fais que reprendre les paroles du réalisateur. Il ne faut pas les écouter les réals. Non mais c'est intéressant tout ce que votre dialogue là-dessus. Ça me rappelle ce que disait David Mamet. À un moment David Mamet, donc énorme scénariste, énorme dramaturge. Je suis d'accord. Voilà. Et à un moment, il parle de la manière dont en fait un script va dans les scripts d'intrigue pouvoir à la fin de l'acte 2 retourner toute la situation. Et il parlait de Shyamalan, il a réussi ce que j'ai un petit peu raté dans La prisonnière espagnole, c'est-à-dire retourner toute l'histoire. Et ce qui est un petit peu raté aussi dans Fight Club parce que ça met plusieurs scènes à arriver, cette espèce de twist final que le réalisateur n'aime pas trop, mais qui donne et qui est très bien fait dans Seven, qui donne un sens à l'histoire énorme et une satisfaction énorme. Et là-dedans, il n'y est pas. Non. Et donc après, reste à savoir, et ça j'aimerais bien l'avis des auditeurs maintenant aussi, reste à savoir en fait si il a réussi autre chose, parce que quand même vous parlez de quelque chose qui est pas très clair et qui pourtant est assez disséminé dans le scénario. Je me souviens même à la vision du film que même les marques de bière sont importantes. Oui, mais il y a un type sur YouTube qui a fait une vidéo qui liste absolument tous les indices qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et il en a trouvé vraiment des deux côtés. Donc je suis pas convaincu en fait que ça c'est... est-ce que c'est de la mauvaise écriture ou est-ce que c'est une volonté délibérée du réalisateur de laisser son film ouvert ? Bon, même là ça serait un peu raté, mais il y a un petit questionnement qui me fait dire que ce film en fait, bon, clairement il est raté, mais il est pas complètement mauvais quoi. En plus moi j'aime bien... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La preuve c'est qu'on en parle. On peut pas... je veux bien que des mecs ont suffisamment kiffé le film pour aller lister l'intégralité des détails qu'ils ont vus dans le truc. Moi, j'ai pas besoin de ça pour savoir que quand on écrit des persos comme ça, il y a un problème. Non, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien qu'on aille me chercher, me structurer le truc dans tous les sens pour que ça soit imparable au niveau de l'intrigue. Et j'en suis loin d'être convaincu. Et moi aussi. Mais un film, avant tout, c'est des personnages. C'est une évolution de personnages. Ces personnages évoluent n'importe comment. En particulier Rami Malek. Ouais. Et la relation ne marche pas alors qu'elle est centrale dans le récit. Donc moi, c'est déjà un énorme problème. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Mais reste que. Parce qu'il y a des petits trucs, mais je suis choqué. Il y a des petites scènes sympas. Tu te souviens de cette scène de poursuite où en fait il suit le mec en voiture et le mec l'attend, il s'aperçoit qu'il est suivi, etc. Il y a des tentatives de mise en scène. Elle est pas mal, ouais, cette scène. Non, mais le tour de l'autoroute. Et puis il y a une ambiance. C'est vrai que la scène, la scène où il l'attend à chaque fois, elle est pas mal celle-là. Ça, c'est une idée sympa. Mais comme tu disais, l'idée de voir les victimes en live. Mais tu peux être sûr que Fincher, il aurait eu ce truc-là, il l'aurait jamais filmé comme ça. Non, c'est sûr. Il l'aurait jamais filmé comme ça. Et il lui aurait donné très probablement une dimension qu'il est incapable de donner là. Ouais, c'est sûr. Et qui rend le truc complètement factice. Mais moi, c'est ça que je trouve triste. C'est-à-dire que plutôt que de faire son truc, j'ai l'impression quand bien même c'est un vieux scénar, hein, enfin bon, moi, tu sais, j'y crois moyen, le truc de je l'ai pris, j'ai gardé tout, c'est super. Moi, à mon avis, non. Hein, J'étais très doué dans les années 90. Voilà, c'est ça. Non, je pense qu'il y a une pression par rapport à des référents qui sont une ombre tutélaire au-dessus de ce film-là et qui l'étouffent en fait en réalité. C'est-à-dire qu'il aimerait faire ce thriller captivant qui a du sens, qui retourne le cerveau des gens, qui amène une réflexion sur le monde ou sur la condition humaine, des choses qu'arrive à faire Fincher dans certains de ses films, que des réalisateurs talentueux arrivent à faire. Lui, il n'y arrive pas. Moi, j'ai pas vu tous ses films, mais le Highwayman qu'il avait sorti sur Netflix, c'est un peu ça. T'es sur un film où tu te dis... Ok, je parle de Bonnie and Clyde, mais je ne traite pas Bonnie and Clyde, je traite les deux flics qui le suivent. Tu te dis, ok, il doit y avoir un sens à ça, il doit y avoir une thématique, ça doit m'amener une réflexion inédite par rapport à cette histoire, comme avec l'histoire avec un grand H. Sauf que c'est d'un encéphalogramme plat, le film. C'est de la même manière que celui-là. T'arrives à la fin, tu dis, mais tout ça pour ça. Mais de quoi tu me parles, en fait ? Parce que si c'est juste, au final, pour me parler d'une bavure et de la culpabilité, j'ai pas besoin de 2h20 pour qu'on me raconte ça. S'il fallait le faire, c'est qu'il y avait un écho, ou par rapport aux années 90, c'est-à-dire à l'histoire par rapport à aujourd'hui, ou d'un point de vue vraiment psychologique, un peu plus profond que ça. Donc là, le mec, il est en surface sur tout, plombé par des référents qui sont bien plus brillants et prestigieux que lui. Alors quand même, on peut lui trouver une ambiance sympathique et pas désagréable à regarder. Hein, tu vois, je me suis 1000 fois moins emmerdé en regardant ça qu'un Prince à New York 2. Malgré tout, je peux pas en sortir en me disant « c'est mortel, ça déchire ». Non. Non, surtout qu'il s'inscrit là pour le coup dans des rails qui ont été surexploité avant lui et de manière 10 fois plus brillante. C'est un peu difficile de dire que tu veux subvertir le genre quand tu passes après ça et que tu livres ce film-là, quoi. Ouais, mais en même temps, moi, ce film, je l'attendais et je l'aurais vu vraiment si j'avais pas à en parler, parce qu'il a fait un film que moi j'adore, que personne n'a trop vu, mais qui est The Founder. Et j'en parle parce qu'en fait, franchement, là, vous parlez de films qui subvertit un genre, etc. Et celui-là, en fait, c'est un biopic, mais sur quelqu'un qui est mauvais, qui va récupérer en fait l'industrie de McDonald's pour la transformer en ce qu'on est. C'est le film avec Michael Keaton. Voilà. Et c'est très très bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faux film sur McDo et c'est un vrai film sur le capitalisme. Alors là, il a tout réussi là-dessus, je trouve. Donc c'est pour ça que l'histoire de Ray Kroc, l'homme qui a franchisé McDo. Ouais, c'est ça. Et c'est brillant, je trouve. Et donc du coup, donne envie de le voir. Et franchement, ça vaut le coup. En plus, en fait, il a un truc et ça se voit dans son scénario des films qu'il a fait pour Eastwood, Un monde parfait et Minuit dans le jardin du bien et du mal. C'est un héritier du langage classique hollywoodien et ça se sent dans Little Things. Et c'est pour ça que quelque part, il y a des bouts qui sont intéressants. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais moi, après, c'est chacun a son ressenti et sa vision du cinéma. Moi, c'est vrai que quand je, alors après, j'ai envie de me marrer. Je vais regarder un Steven Seagal, mais si j'ai envie de voir un bon film, j'attends que ce film-là ait quelque chose à me raconter, bien sûr, me dire. Peu importe le sujet, je m'en fous. J'attends pas une réflexion philosophique surtout, mais j'attends qu'on tienne un sujet et que ça moelle l'épinière. Là-dedans, je finis au bout de 2h20. Je ne vois pas l'intérêt de 2h20 de ce récit-là pour me dire quoi fondamentalement, pour pas te dire des choses fondamentales ou quelque chose de nouveau. Donc en même temps, il a juste raté un film noble. Il l'a pas fait pour bouffer, donc déjà, voilà. Oui, mais alors dans ce cas-là, oui. Ouais, mais je suis d'accord. Il y en a de moins en moins des gars comme ça. Non, mais il y en a plus. Il y en a quasi plus. C'est ça. Il y en a quasi. Finalement, ce film, on le voit ou on le voit pas ? On le regarde ? Moi, je pense que, c'est pas désagréable à regarder. Il y a des super acteurs. C'est quand même très propre visuellement, une belle lumière, une ambiance sympathique. Voilà, si vous êtes pas franchement super tatillon sur le scénar, vous pouvez le regarder sans problème. Après, voilà, ça part un peu dans tous les sens, quoi.
Mais oui, après tu passes pas un mauvais moment. Hein, c'est pas le chef-d'œuvre qu'il a essayé un peu de nous vendre, le chef-d'œuvre subversif. Mais oui, je suis d'accord. On a un peu défoncé le film, mais c'est vrai qu'après, Denzel Washington, je le trouve quand même bien. Bon, après Jared Leto, moi j'ai toujours du mal. Je crois que tout le monde a un peu de mal avec lui, mais parce qu'il joue pas. En fait, je trouve qu'il joue pas. Il joue pas un pseudo serial killer. Il joue une espèce de caricature de serial killer hollywoodien, genre le mec, on dirait qu'il a pas vu la lumière du jour depuis des semaines, il a les yeux rouges, machin. Enfin, c'est un peu compliqué, mais sinon, je pense que c'est quand même pour Denzel Washington. Moi, j'ai toujours envie de voir ses films. C'est donc un super acteur. Lui. Il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, on parlait sans trop spoiler, mais à la fin, en fait, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant et qui est maltraité, ça c'est vrai. Où en fait, on va prendre quelqu'un pour lui faire l'endosser en fait tous les crimes non résolus. Et donc ça, c'est pas bien traité, mais c'est un bon thème. Et ça m'a rappelé quelque chose, et ça, j'encourage les lecteurs à le voir. Un documentaire sur Netflix sur Henry Lee Lucas qui s'appelle The Confession Killer. Et c'est sur un type en fait qui pense et qui dit qu'il a tué des centaines et des centaines de personnes, alors qu'on s'aperçoit au fur et à mesure du documentaire qu'il ment juste pour se faire des amis et pour avoir de l'intérêt sur lui. Et tout d'un coup, en fait, ça met en relief cette volonté qu'ont les flics de résoudre des cas. Et donc, en fait, ce mec devient hyper populaire auprès des flics, on lui colle des meurtres de partout, et ce mec-là qui a un QI de 86 dit oui à tout, juste parce qu'il aime bien l'attention. Et en fait, ça met le doigt sur plein de trucs thématiques qui sont un peu ratés, en fait, dans Little Things. Et là-dessus, en fait, moi j'ai réfléchi encore, quoi. Voilà, donc The Confession Killer, voilà. de Hancock également, The Founder, le fondateur, Clairement. qui est disponible sur Prime Video et sur Netflix. Et puis, si vous voulez quand même vous faire votre propre avis sur The Little Things, il sort en DVD et en Blu-ray le 7 avril. Et puis, il faut se rappeler j'en parlais avec Alain tout à l'heure, il faut se rappeler de Lord of War, qui est probablement l'un des rares films où on n'a pas envie de filer deux paires de baffes à Jared Leto. Ben, on le note. C'est juste, il faut s'en rappeler. C'est vrai, c'est le seul. Il a un petit rôle, mais il est tout à fait correct. Et vous en pensez quoi ? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Facebook Messenger. Alain, toi qui connais tous les secrets du répondeur, dis-nous tout. Bonjour Capture Mag, c'est Yannick. J'appelle là parce que je voudrais quand même réagir par rapport à la dernière émission sur Monster Hunter, et je voulais apporter mon soutien à Eric qui m'a semblé quand même vachement seul vis-à-vis de Stéphane, Julien, Marie évidemment qui ont snobé Monster Hunter de Paul Anderson. Et les mecs, c'est Paul Anderson, sans déconner, on n'est pas en train de parler des frères Cohen, donc on sait à quoi on va s'attendre. Moi j'ai trouvé ça hyper rigolo dans le sens où ça y allait à fond les bananes, il n'y avait pas de scénar, c'était un prétexte à la con, on n'avait rien à cirer, mais au moins ça défouraillait, il y avait plein de monstres comme dans le jeu, il y avait des corps comme dans le jeu, il y avait le chat comme dans le jeu, et moi quand j'ai regardé le film, j'étais là en train de me dire, mais ça me donne envie de rejouer à Monster Hunter World. Donc une adaptation de jeu vidéo qui me donne envie de rejouer aux jeux vidéo, moi je dis, c'est parfait, c'est bingo. Donc je voulais juste dire à Capture Mag qu'il faut à un moment donné redescendre un peu et vous adapter au film que vous allez chroniquer, les mecs. Sinon je vais être obligé de laisser des messages plus souvent en m'énervant. Allez, à plus. Metal Hurlant, faut peut-être pas exagérer. Mais il a quand même fait du chemin, le mec, hein, par rapport à Magnolia, où on s'emmerdait quand même grave. Là, il est posé sur la table. Hein. Et puis quand même, Amao Shigeri de Mila dans la tronche du monstre, c'est quand même autre chose que son ancien cinéma. Hein. Donc peut-être pas Metal Hurlant, mais au moins Plomb qui gueule, quoi. Salut l'équipe de Capture Mag, donc c'est Benjamin. Alors grand bravo pour avoir tenu sur tout le film. Maintenant, je suis d'accord avec à peu près tout le monde, sauf sur le côté... plaisir coupable, parce que j'ai pris aucun plaisir. Aussi, je pense que ce qu'on peut tous souhaiter à Paul W.S. Anderson dans une belle enveloppe avec un beau lettrage, c'est qu'il divorce enfin, quoi. Alors, dans Monster Hunter, j'ai déjà un problème avec cette histoire de soldats envoyés dans un monde parallèle. Je me dis pourquoi faire, parce que oui, les jeux n'ont pas beaucoup de scénarios, mais ils ont un début de lore et un univers foisonnant que tu pourrais très bien t'amuser à développer dans le film. Je ne comprends pas comment on peut jouer au jeu et juste obtenir ça à la fin.
Hello, c'est François de Genève, salutations à Capture Mag, plus particulièrement à mon ami Stéphane. J'ai écouté le podcast sur Monster Hunter que j'ai pas encore vu, pour l'instant j'ai des trucs plus importants à faire comme ranger mes chaussettes. Je voulais juste dire que c'était plutôt d'accord avec vous concernant Event Horizon, qui restera le sommet de la carrière du père W.S. Anderson. Cela étant dit, la réussite du film, avec son excellente tenue visuelle, et peut-être aussi avoir un peu du côté du chef-op, Adrian Beidel, qui faisait souvent plus que de l'excellent travail. Je pense même à des trucs comme le Reine du Feu ou La Momie, qui lui doivent sûrement beaucoup. Voilà, sinon Stéphane, je voulais savoir quand est-ce que tu comptes me rendre le DVD L'âme sœur de Jean-Marie Bigard. Bon, si c'est pour faire un petit podcast dessus, tu peux le garder encore un petit peu. Voilà, ciao. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, merci pour vos avis éclairés et pour votre bonne humeur. Merci à toi. Merci. Pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.